Chers amis internautes, bonsoir. Je vais vous dire bonjour, mais la journée est bien avancée. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous traditionnel du chat vidéo après la coupure de l'été. J'espère d'ailleurs que pour vous, l'été s'est bien déroulé, que vous attaquez cette année, on va dire, scolaire en pleine forme et puis surtout avec beaucoup d'intérêt vis-à-vis de notre belle ville de Bourges et de notre agglomération, et qui doit justement se traduire par les nombreuses questions qui nous attendent, en tout cas qui m'attendent, et puis pour lesquelles je vais essayer de répondre d'une façon la plus pertinente possible, et puis sans perdre de temps. Tout de suite, la première question. Bonsoir à tous. Donc la première question est posée par Anna. Quand aurons-nous des transports en commun le soir ? Alors, donc sur les transports en commun, alors vous avez peut-être constaté ou pas, enfin j'espère que oui, si vous posez la question, c'est que vous êtes une usagère, on va dire, des transports en commun, que nous avons modifié notre réseau de transport et mis en application donc dès le lundi 4 septembre, dès la rentrée. Pour revenir sur un peu l'histoire, pourquoi on rénove un réseau ? Tout simplement parce que notre ville et nos territoires bougent plus vite qu'on ne le voit. Alors, en définitive, il faut qu'à chaque fois, notre réseau s'adapte à ces évolutions. C'est la raison pour laquelle, depuis fin 2015, début 2016, nous avons travaillé sur un projet, un avant-projet plus exactement, avec les services d'Aglobus. Ce projet étant basé en fait sur un deuxième projet qui va arriver dans quelques années, c'est un bus à haut niveau de service et qui débouche finalement sur deux pôles de centralité, la gare et puis pôle gare, on va dire, pour le nord, on va dire, de la ville, et puis un pôle sud. Et oui, on a aussi un pôle sud à Bourges, agglomération, pour tout ce qui est Europe Séroco. Donc cet avant-projet, on a voulu donner la possibilité aux usagers et aux non-usagers de l'amender, de le faire évoluer en fonction, de le critiquer en fait en quelque sorte, de manière à l'adapter au mieux. Et c'est vrai que l'avis des usagers est très important, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des ateliers dans différentes communes adhérentes à Aglobus, et puis évidemment sur Bourges en particulier, des ateliers où on a confronté avec une animatrice, on a confronté ces idées, cet avant-projet. Nous avons écouté les propositions qui ont été faites, qui étaient pertinentes la plupart du temps, et puis nous les avons étudiées, nous les avons jugées en termes de pertinence, jugées en termes de coût, et nous avons donc au bout d'un an finalement restitué en fait ces résultats-là. Donc on a adapté effectivement le réseau la plupart du temps en prenant en compte les demandes des usagers et des non-usagers, et puis il y a aussi des propositions qui n'ont pas été retenues, souvent pour des raisons de coût. Les bus le soir, c'est vrai que c'est une demande qui est récurrente, c'est une demande pour laquelle l'ancien Aglobus avait mis en place à titre de test des bus le soir, puisque ça avait été demandé par des usagers, et alors ça je vous parle il y a 20 ou 30 ans, et à l'époque, au début, effectivement, les bus étaient utilisés, et puis finalement, une fréquence très peu importante, le temps passant, et c'est la raison pour laquelle les bus ce soir, nous les avons très limités. Ceci dit, nous avons quand même quelque chose d'intéressant, mis en place, je dirais, un service, alors qui n'est pas forcément une ligne régulière, c'est un peu une ligne à demande, notamment pour les étudiants ou les lycéens qui rentrent le dimanche soir, qui parfois n'avaient pas de moyens en fait pour revenir quand le train arrivait par exemple à la gare, n'avaient pas de moyens pour rejoindre en fait leur lieu de logement, que ce soit une résidence universitaire ou que ce soit, je dirais, un logement privé ou locatif en tout cas. Et donc là, nous avons mis ce service à la demande, justement, de manière à pouvoir faciliter le retour des lycéens et des étudiants dans leur secteur. Mais c'est vrai qu'avoir des lignes régulières en permanence tous les soirs, force est de constater qu'une fois encore par expérience, il y a un engouement au début, il y a surtout d'abord de la demande, un peu d'engouement au début, et puis le temps passant, finalement les fréquences ne justifient pas de mettre en place ce type de système, qui a un coût, je dirais, quelque part, pour une fréquentation qui est quasiment nulle. La question suivante est posée par Chris. Quid des contrats aidés en milieu scolaire qui étaient si utiles à ces structures ? Allez-vous prendre le relais ? Alors, contrat aidé en milieu scolaire, contrat aidé d'une façon générale, bien évidemment. Aujourd'hui,
c'est vrai que cette décision, une fois encore brutale de gouvernement, pose de vrais problèmes, alors évidemment aux collectivités, mais aussi pose de vrais problèmes aux associations. Enfin, je pense que les réactions, vous les connaissez. Enfin, à mon avis, il faut qu'on se batte, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, sur cette mesure, une fois encore brutale. Alors, si aujourd'hui, je peux comprendre en fait, quelque part, une réflexion sur peut-être un aménagement des contrats aidés par rapport à ce qui fonctionnait jusqu'à présent, je dirais que la solution, je dirais un peu binaire, qui consiste à dire, d'un seul coup, on arrête les engagements, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Donc, notamment avec l'aide de l'Association des maires de France, nous battons pour faire en sorte que les choses soient réfléchies d'une façon plutôt modérée. Je peux comprendre qu'il y ait pu y avoir des abus par rapport à ça, mais qu'on vérifie, et moi je l'ai demandé justement pour la collectivité Ville de Bourges et agglomération, qu'on ait un bilan des 3 dernières années du nombre de contrats aidés que nous avons pris, que nous avons embauchés, et puis le nombre de contrats, enfin de ces contrats qui ont débouché sur un statut public pour avoir la vraie vision. Alors je ne sais pas aujourd'hui si c'est 10%, c'est 50%, 80%, donc je devrais avoir ça dans quelques semaines. Parce que c'est vrai que contrat aidé, si la traduction c'est, allez, je vais le dire un peu brutal, de la main-d'œuvre pas chère, ça ne sert à rien. Bon, si c'est effectivement un vrai tremplin pour des personnes qui sont en difficulté, de les accompagner justement sur le retour à l'emploi, c'est un vrai sujet. Donc pour tout ça, il faut avoir un bilan, et en tout cas veiller notamment là où ces contrats aidés sont utilisés dans les collectivités, à s'assurer que d'abord que c'est un vrai besoin, et puis voir si effectivement ils n'étaient pas renouvelés par rapport aux décisions brutales du gouvernement, s'il faut absolument les pérenniser. Donc c'est tout le travail qui nous reste à faire, je dirais, dans les mois qui viennent en tout cas. La question suivante est posée par Vanessa. Une pétition a circulé et est arrivée à la direction de MBDA au sujet des salariés qui se garent sur les places de parking des locataires. Un article a été publié dans le Berry à ce sujet. Qu'en pensez-vous et que comptez-vous faire ? Ce sujet, il est récurrent. Il n'est pas nouveau, bien évidemment. La réponse immédiate en qualité de maire de cette ville, c'est de dire que le quartier aéroport n'échappe pas au reste de la ville. Les voiries et les trottoirs sont des espaces publics, et les voiries en particulier, là où on doit stationner, sont des espaces publics. Et donc, par définition, tout le monde peut s'y garer. Ouais. Donc ça, on va dire que c'est la règle, c'est une logique. On ne peut pas privatiser, on dirait, un espace public. À côté de ça, par rapport aux problématiques que ça rencontre, j'ai bien vu votre pétition en début de semaine, il y a sans doute une solution, et moi je milite, et j'ai milité déjà il y a quelque temps, avant que je sois maire, et à l'époque où j'avais une fonction de maire adjoint en charge des travaux, à ce que MBDA puisse réfléchir dans l'espace qui leur est disponible. Aujourd'hui, je pense en particulier à l'espace qui se trouve le long de la route d'Issoudun, en face de l'ancien restaurant, on va dire, pour être très précis, à ce qu'ils puissent éventuellement aménager un parking pour les salariés. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parkings tels qu'ils existent en termes de proximité seraient à réfléchir, parce que le grand parking qui se trouve côté chambre de commerce, vous imaginez, la traversée pour ceux qui travaillent plutôt côté rue Lebris. Donc c'est ça qui gère en fait de la difficulté. Donc voilà, en tout cas, moi je vais ressolliciter de nouveau la direction de MBDA pour prendre en compte votre pétition. Je sais que vous avez rencontré, tout au moins la pétition a été transmise à la direction de MBDA qui n'a pas j'irai rejeter en fait cette demande, mais en tout cas je prendrai rapidement langue avec la direction pour qu'ils puissent étudier de façon intelligente peut-être la construction d'un parking intérieur qui n'a pas forcément besoin d'être très grand, mais par contre, une fois encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, nous sommes sur un espace public, donc l'espace public par définition peut être partagé par tout le monde, alors des salariés de MBDA et d'autres éventuellement. La question suivante est une question issue de la session précédente. Elle est posée par Jimmy de Bourges. Lors d'un précédent conseil municipal, vous aviez évoqué le projet d'installation d'un supermarché derrière le Palais des Sports du Prado. Où cela en est-il ?
Alors effectivement, c'est un projet dont la commission d'attribution départementale de validation s'est réunie au mois de juillet, je n'ai plus la date exacte, mais on va dire dans la première quinzaine de juillet, qui s'est prononcé favorablement sur l'implantation, donc, alors sans faire de pub, hein, c'est un projet Lidl, on va le dire comme ça. Suite à cette CDAC, ça s'appelle comme ça, Commission départementale d'activité commerciale, 2 recours ont été déposés auprès de la Commission nationale, la CNAC, hein, donc il y a toute une procédure qui se déroule dans pareil cas. Donc je pense que cette Commission nationale va se réunir dans quelques semaines ou quelques mois et se prononcer. Alors de 2 choses une, où cette commission se prononce aussi d'une façon favorable, auquel cas le projet va pouvoir démarrer, ou elle se prononce d'une façon défavorable et elle s'opposera donc éventuellement à ce projet. Il y a quand même encore une procédure. Si la CNAC se présente positivement, il y a possibilité d'appel. Donc vous voyez, ce sont des procédures qui peuvent prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, voilà, le projet, je dirais, avance, sauf qu'il est un peu freiné. Il était assez réfléchi en amont sur je dirais qu'il y a une étude, une pré-étude de permis de construire qui a été établie avec des chemins, avec des accès, notamment avec un giratoire qui se trouverait sur le boulevard de l'Avenir pour faciliter l'accès et puis l'entrée-sortie quelque part, qui permettrait d'ailleurs aussi de pouvoir desservir toute la partie Prado, CGR, patinoire et activités commerciales qui se trouvent à proximité, ralentir aussi les vitesses pratiquées. Voilà. Donc on est sur une procédure, on va dire, un peu classique quand un commerce veut s'implanter sur le territoire. Une question de Kevin qui vous demande combien de caméras de protection y a-t-il dans la ville et sont-elles efficaces? Alors, je vais raisonner ville et puis agglomération. Aujourd'hui, nous sommes quasiment une centaine de caméras qui sont implantées sur le territoire. Je crois que pour la ville, on doit être à peu près 85 ou 90. On n'est pas loin de l'objectif qu'on s'était fixé. D'ailleurs, au cours de la campagne municipale, on avait dit qu'on implanterait au moins 100 caméras d'ici la fin du mandat. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Elles fonctionnent, oui, heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont efficaces? Oui. Elles sont efficaces parce qu'elles ont plusieurs rôles. Elles ont un rôle préventif. Dans certains cas, ça permet d'envoyer des équipes quand la police municipale ou la police nationale, voire parfois les deux, quand en termes de surveillance, on s'aperçoit qu'il y a un risque. Hein, ça peut être souvent des risques à la personne, hein, c'est souvent le cas, alors que soit pour je ne parle pas forcément d'agression, mais même des fois d'ébriété sur la voie publique. Hein, il y a quelques cas comme cela. Donc ça, c'est du préventif. Après, il y a du curatif, c'est-à-dire que dès lors qu'un méfait, un délit, enfin, tout imaginer, ait pu avoir lieu, les images en fait sont stockées selon une règle qui est bien établie et peut permettre effectivement le déroulement de l'enquête et de pouvoir intervenir de façon rétroactive sur les auteurs de ces délits. Alors, je prends toujours cet exemple qui date déjà depuis 1 an. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un certain nombre d'attaques à main armée, je pense notamment sur le marchand de tabac qui se trouve boulevard Joffre, en fait, hein, en direction sur le boulevard de l'Industrie. Il y avait aussi la même chose, je crois, sur une pharmacie à Trouy, de mémoire, donc au mois de juillet, je crois, août, l'année dernière. Puis un troisième que j'ai oublié. Et en fait, les images des caméras ont pu intercepter quelques mois après les auteurs de ces méfaits. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très efficace, qui est demandé par la police nationale depuis des années. C'est pour ça que ces opérations se sont développées et c'est vraiment un outil très efficace, oui, effectivement. Fanny, qui vous demande s'il est possible d'avoir une explication concernant les nouveaux horaires du centre nautique. Les nouveaux horaires du centre nautique. Oui, il y a toujours des explications aux nouveaux horaires du centre nautique et notamment au niveau des horaires, d'une façon générale, des établissements qui sont publics. En fait, il faut à chaque fois profiter du retour d'expérience. Je m'explique. Le centre nautique, pour lequel il y a eu des gros investissements qui ont été faits dans le mandat précédent, et ce sont des investissements, on va dire, qualitatifs. Hein, la capacité déjà de pouvoir utiliser le bassin extérieur tout au long de l'année, et même l'hiver, de manière à libérer le bassin intérieur, notamment l'hiver, pour justement donner une ouverture plus importante des plages horaires pour le grand public.
en opposition, je dirais, aux clubs, entre autres, qui l'utilisent par ailleurs. Donc, la volonté de Serge de Pelletier à l'époque, c'était d'ouvrir justement des plages horaires pour le grand public. L'utilisation du bassin extérieur, notamment sur les horaires initiaux le vendredi soir et puis le matin de bonne heure, a eu un engouement au début, parce que c'est comme tout, c'est assez original, on peut aller se baigner jusqu'à 22h dehors, on a une eau à 28-29 degrés, il fait froid dehors, c'est assez sympa. Sauf que le temps passant, après cette période d'engouement, les gens participent moins, ils sont moins motivés, et donc il faut, en conséquence de quoi, adapter ses horaires en fonction des fréquentations. Avoir, je dirais, des surveillants de baignade jusqu'à 21h30 ou 22h, alors qu'il n'y a que 2 personnes qui se baignent dans le bassin extérieur, c'est juste un équilibre financier qui n'est pas possible. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle les horaires doivent s'adapter effectivement à la fréquentation du public, et puis tout en s'assurant que les coûts de fonctionnement soient, je dirais, en rapport justement par rapport à la fréquentation et l'usage. Donc c'est pour ça qu'on adapte les horaires au mieux. C'est toujours une question à la fois de service public, rendre le service, mais des questions de coût, parce que évidemment, ce que je vous dis des maîtres nageurs autour du bassin, c'est très bien, mais forcément ils sont payés, parce qu'ils ne font pas ça bénévolement, ils ont raison, et que dans les périodes où on doit regarder de très près la gestion des collectivités, c'est des choses qu'il faut adapter. Et voilà, c'est des raisons pour lesquelles ces horaires d'ouverture des services publics doivent se faire d'une façon intelligente et adaptée une fois à l'usage. La question maintenant de Marco18. La 3e navette mise en place à la rentrée a-t-elle du succès ? Alors, le premier jour, non. Le 4 septembre, quand j'ai inauguré pour voir comment ça se passait, évidemment, j'étais tout seul. Enfin, heureusement que j'étais accompagné de journalistes. Je me sentais moins seul. Les retours que j'ai aujourd'hui, c'est une fréquentation progressive, et en particulier une fréquentation, je dirais, un peu originale, mais nous y avions pensé, mais on ne pensait pas que ça allait être eux qui allaient être les principaux usagers. Ce sont les camping-caristes. Alors, vous savez qu'on a déplacé donc, la zone de stationnement des camping-cars de la rue Jean-Bouin vers le Prado, donc le long du canal. Et puis, encore à cette époque, il y a encore beaucoup de camping-caristes, je suis passé il y a une dizaine de jours. Et donc les camping-caristes sont très heureux. Là, c'est la remontée qu'on a de l'office de tourisme. Ils sont très heureux parce qu'en fait, ça leur permet effectivement de façon assez simple, en laissant, je dirais, leur véhicule stationné sur l'aire qui leur a été aménagé, de venir en centre-ville avec cette navette. Alors, je pense qu'il faut que, et c'était le cas de toutes les navettes au fur et à mesure qu'on les a mises en place, il faut que les usagers la connaissent, prennent l'habitude de son usage. Il faut du temps, il faut s'approprier tout ça. Mais aujourd'hui, le retour est plutôt bon et j'en suis très heureux. Une question de Songul. Faut-il vraiment être pistonné pour avoir un emploi auprès de la mairie ? Je suis inscrit depuis quelques années, mais jamais rien. Est-ce normal ? Alors la réponse, faut-il être pistonné ? La réponse est non. Est-ce normal peut-être ? Vous savez, je veille à gérer cette ville d'une façon la plus pragmatique, la plus rationnelle possible. Aujourd'hui, puisque vous parlez d'embauche, on a besoin de compétences. Alors soit les compétences, on les a en interne, soit les compétences, il faut les chercher à l'extérieur. Et à partir de là, il y a des jurys qui se réunissent, qui jugent en fait des compétences des candidats. Et puis à partir de là, on ajuste au mieux, on prend ce qui nous semble être au moment du jury le meilleur candidat par rapport aux compétences attendues. Donc il n'y a pas de favoritisme. En tout cas, moi je ne le veux absolument pas. Et pourtant, Dieu sait que je suis sollicité assez souvent en me disant voilà, j'ai mon fils, j'ai ma fille, voilà. Bon, alors ça veut dire que la seule action, les seules réponses que j'ai par rapport à ces sollicitations, c'est de faire un dossier, comprendre en considération ce dossier au moment du jury, mais par contre après tout le monde est sur la même ligne de départ et sur la ligne d'arrivée, effectivement il y a un premier, il y a un deuxième et ceux qui vont derrière. Mais voilà, il n'y a pas de piston, en tout cas, je vous prie vraiment de me croire sur le sujet et j'y veille particulièrement. Jimmy de Bourges vous demande si une date est prévue pour la mise en place de la police municipale à Avaricom.
Oui, tout à fait. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse mettre en place, en 2019, autour de l'été 2019, ce sera peut-être à la rentrée de 2019. Donc c'est des travaux qu'il faut qu'on mène, qu'on engage dès l'année prochaine, et puis qui vont c'est-à-dire sur 2 exercices. C'est pas tellement la réhabilitation du bâtiment qui rythme en fait les travaux, c'est aussi la nécessité effectivement de le faire le plus vite possible. Et puis tout ça est lié à la mise en place de la brigade de soirée qui sera mise en place aussi en 2019. Donc tout ça doit se rejoindre à peu près à cette date-là, donc à hauteur de l'été ou juste au retour des vacances 2019. Une question de JP. Quel bilan pour la première saison de la plage de Bourges ? Bravo pour ce nouvel équipement. Merci beaucoup, en tout cas pour ces félicitations. Vous savez, j'en profite et je me gargarise de ce salut parce qu'on s'est fait tellement critiquer. Donc voilà, quand on nous dit que c'est bien, on en est très fiers et on partage surtout avec les élus et les équipes et les services de la ville de Bourges ou des collectivités d'une façon générale pour l'agglomération. Le bilan est plutôt effectivement positif dans les retours que nous avons eu, des retours spontanés, malgré une météo qui n'a pas toujours été favorable et qui nous a obligés soit de décaler, soit de reporter ou d'annuler un certain nombre d'animations. Mais globalement, les choses sont plutôt bien. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de retours. Je suis très, très heureux en fait de cette réalisation pour différentes raisons. Parce que ça faisait très longtemps qu'on en parlait et puis on a toujours trouvé des prétextes pour ne pas faire. Deuxièmement, c'est aussi un engagement de campagne que l'on tient. Deuxièmement, je pense qu'une fois encore, c'est un lieu qui est sympathique, qui a été bien conçu, qui a permis aussi, et c'était ce qu'on voulait, à nos administrés, verrouillés ou non d'ailleurs en l'occurrence, d'avoir un lieu de convivialité, un lieu de rencontre, notamment les gens qui partent pas en vacances. Faut bien aussi intégrer que tout le monde ne part pas en vacances, ceux qui ne quittent pas Bourges l'été, de pouvoir avoir un lieu finalement assez bien conçu pour pouvoir se retrouver, passer un bon moment en famille, entre amis, et ça c'est plutôt bien. Alors il reste encore à améliorer ce lieu, donc je dirais le sujet est jamais clos, donc on a déjà des réflexions en cours pour aménager et pour compléter, surtout par rapport au retour d'expérience que l'on a de cet été, qui était le deuxième été, mais enfin on va dire vraiment un été plein, donc il y a des détails et quelques améliorations qu'il faut qu'on apporte, donc on est déjà en train de travailler dessus de manière à ce que cet espace soit encore, qui était bien donc cette année, l'été 2017, et soit encore meilleur en 2018. Alors la question suivante vous est posée par Yannick. 2 toilettes publiques ont été retirées en ville, à Avaricom et à Nation. Est-il prévu de les remettre ? Alors, il n'a pas été prévu de les remettre notamment à Avaricom, puisqu'en fait, d'abord, il y avait il n'y avait pas une grosse utilisation, et qu'il existe des toilettes justement dans le centre Avaricom, à proximité, à hauteur des parkings, l'accès des parkings en particulier. Et l'idée que, donc, plutôt qu'avoir, je dirais, 2 toilettes qui sont à 20 mètres d'écart, ce qui n'est pas forcément très pertinent, l'idée c'est de déplacer donc celle qui se trouvait, alors je ne sais plus le nom de la rue, à chaque fois je me trompe entre les deux, mais Sabine qui est en face de moi va me donner le nom de la rue bientôt, c'est un piège, on ne s'en souvient plus non plus. Bon, peu importe, on sait desquels on parle, de les déplacer, de les repositionner ailleurs, là il peut y avoir un besoin. Donc la rue de la Poêlerie, c'est pas celle-là, c'est celle d'à côté. Je vais éliminer, je vais retrouver le nom de la rue. Enfin, c'est pas grave. Enfin, on sait où elle se situe en fait, en tout cas entre la rue Mirbeau et puis Avaricom. Donc voilà, l'idée, c'est de pas d'avoir des doublons au même endroit. L'Abbé Berthaud, merci Sabine. La rue de l'Abbé Berthaud. Donc c'est éviter d'avoir effectivement des doublons à certains endroits et puis là où il y a des manques, venir compléter avec ce type de toilette ailleurs. Par exemple, on a une réflexion pour mettre ce type de toilette dans le jardin de l'Archevêché, et notamment à proximité de la guinguette. Toujours une question de Yannick, ou d'un autre Yannick, je ne sais pas. Que faites-vous pour soutenir les nouveaux projets d'entreprise dans la région ? Savez-vous quel secteur recrute actuellement dans le secteur de Bourges ? Le recrutement,
Alors je vais dire tout secteur avec plus ou moins de dynamisme, hein, c'est clair. Alors pourquoi je veux dire tout secteur, je vais en citer un que je connais particulièrement, le secteur de la défense. Hein. Je rappelais que MBDA, une des grandes entreprises locales, a quasiment embauché 200 personnes, je crois que c'est 165 de mémoire l'année dernière, et doit embaucher sur 2017 plus de 200 salariés. Donc vous voyez que ce secteur de l'industrie de la défense est acteur, et je pense qu'il en a aussi en grande partie l'identique chez Nexter. Après, si je me réfère aujourd'hui au résultat de la mission emploi, vous rappelez que la mission emploi est un outil que nous avons mis en place. Ça fait presque 2 ans jour pour jour, puisque c'était le 25 septembre 2015. Nouveau service qui a des bons résultats, hein, puisque sur les, on va dire, 1800 dossiers ou CV qu'on a traités depuis 2 ans, ça se traduit par plus de 800, je crois que c'est 861, peut-être maintenant 880, puisque les chiffres datent d'une quinzaine de jours, retour à l'emploi, donc plus de 200 CDI. J'ouvre la parenthèse, justement, il y a une collecte de CV organisée par la mission emploi demain, hein, si je ne me trompe pas, je parle sous contrôle de mes 2 collaborateurs qui ne me regardent pas et qui ne s'intéressent pas du tout à ce que je dis, dans le hall d'exposition. Donc vous pouvez apporter vos CV sur cette grande opération. Et si je me réfère effectivement à la mission emploi, aujourd'hui il y a des besoins un peu partout, que ce soit des besoins dans l'activité tertiaire, que ce soit des besoins dans des activités un peu plus industrielles, hein, sur des PME. Il y a des besoins qu'on alimente beaucoup au niveau de la mission emploi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette configuration, alors si vous avez plus de 25 ans surtout, au-delà de 25 ans, si au moins de 25 ans, c'est la mission locale qui prend le relais, entre 16 et 25, d'aller à la mission emploi qui se situe à la halle Saint-Bonnet, accès rue Parmentier, par la rue Parmentier, et venez rencontrer les conseillers qui sont présents et qui pourront vous aider effectivement à vous mettre en relation avec des entreprises qui localement, alors quand j'ai localement à Bourges, agglomération et même au-delà, qui cherchent à embaucher et qui n'y arrivent pas. Et c'est tout simplement le rôle de la mission emploi. Une question de Shrekette maintenant. Après discussion avec l'école, je vous confirme qu'aucun élève ne peut participer à l'école des sports car les enfants ne sortent pas avant 17h. Cela concerne tous les enfants scolarisés dans le privé à Bourges. Quelle est votre définition du mot égalité déjà ? Alors Shrekette, bonjour, nous sommes amis sur Facebook et la question vous m'avez déjà posée N fois. La définition de l'égalité, c'est quoi la vôtre en fait ? Parce que si c'est adapter des services publics aux contraintes de tout à chacun et aux horaires d'organisation d'une famille, ça c'est juste pas possible. Donc on essaie, autant que faire se peut, d'offrir en fait des horaires, des journées justement pour que les verrouillés ou leurs enfants en l'occurrence puissent accéder aux écoles de sport, puissent accéder, je dirais, à des organisations de tout type. Mais c'est vrai que vous pouvez bien comprendre que on ne peut pas adapter aux contraintes de chacun. Donc voilà, c'est toute la difficulté du sujet. Je pense que globalement, nous répondons, et quand on a des retours de façon objective des verrouillés, nous répondons à cette attente, mais évidemment, on peut bien comprendre qu'on ne peut pas répondre à 100% des demandes. Après, il y a des choix de vie, hein, il y a des choix de scolarité. Hein, quand on fait le choix, par exemple, de mettre son enfant dans une école privée, ça c'est un choix que je respecte complètement, j'ai aucun souci par rapport à ça. Mais si effectivement les horaires ne correspondent pas de toute manière du tout à ce que l'on peut offrir, qui peut être aussi calqué par rapport à l'enseignement public, et ben c'est vrai qu'après c'est des choix de vie. Voilà toutes ces difficultés. Il faut comprendre que, une fois encore, la collectivité ne peut pas s'adapter aux contraintes de tout un chacun. Mais on fait en sorte de répondre à la très grande majorité. Une question de Jeff. Je viens de voir sur la page du Berry que vous projetez de refaire l'îlot Victor Hugo pour à peu près 1 million d'euros. Ça, plus notre fameuse maison de la culture, alors que nos rues se dégradent de plus en plus. Ne serait-il pas judicieux de penser d'abord à la voirie ? Je ne sais pas si c'est d'abord, mais c'est aussi. Ne faisons pas d'amalgame. Quand on compare l'aménagement de l'îlot Victor Hugo et la maison des cultures, je crois qu'on n'est déjà pas sur le même sujet. Alors effectivement, je vous confirme qu'il y avait une réunion publique juste avant
juste avant ce chat vidéo, nous avons un projet, alors c'est plus qu'un projet parce que nous allons réaliser les travaux entre 2018 et 2019 de raménagement de ce lieu, qui est un lieu de vie, qui est un lieu que les Berruyer nous demandent. Les Berruyer nous disent aujourd'hui on a besoin d'espace, de lieux de rendez-vous, de lieux de convivialité, de lieux où on peut organiser des manifestations, et ces lieux manquent aujourd'hui. Alors, le seul qu'on ait vraiment, on peut dire c'est la place Gordon, hein, qui est notamment le fait de l'avoir rendue piétonne sur certaines périodes permet des animations qui n'avaient pas lieu jusqu'à présent, donc on a une place plutôt apaisée. Et puis il y a d'autres besoins de ces places-là. Donc là, le site de l'îlot Victor Hugo, c'est un site qui est remarquable. Il est remarquable parce que c'est une porte d'entrée, je dirais, dans la ville, en particulier pour les touristes, puisqu'ils vont, pour la majorité, passent par l'office de tourisme, donc c'est un lieu important, et qui aujourd'hui est mal conçu, qui est exigu, qui est fait de tas de marches, alors qui montent et qui descendent, ça dépend dans quel sens on va, avec une topographie particulière. Et finalement, au bout du compte, on ne peut rien y faire, et c'est une vraie contrainte d'accessibilité. Et donc, il nous a paru opportun de l'aménager de manière à ce que ce soit vraiment un lieu de vie, un lieu de convivialité, que les terrasses puissent un peu plus s'étendre qu'elles le sont aujourd'hui, sans contrainte, avec aussi une perspective sur la cathédrale et la place Étienne Dolé qui n'existe pas aujourd'hui, d'une façon en tout cas pas suffisante. Donc c'est un vrai projet. Quand je disais aux journalistes, c'est au moins 1 million d'euros, aujourd'hui, il faut finaliser en fait ce projet en termes de choix de mobilier, de matériaux. Donc il y a tout à finaliser. C'est ça qui va faire que l'enveloppe va être définie dans quelques semaines. Il faut qu'on continue les investissements. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, une ville qui n'investisse pas, c'est une ville qui se meurt. C'est une ville qui se meurt parce qu'effectivement, elle se dégrade, elle donne une mauvaise image en termes d'attractivité. Une ville qui n'investisse pas donne pas la possibilité à des entreprises locales d'avoir du travail, donc générer du développement économique, à la fois pour les entreprises et toutes celles qui gravitent autour, et donc générer de l'emploi. Donc ça, c'est toujours très important, et même si les collectivités sont dans des difficultés, il ne faut surtout pas faire en sorte que leur variable d'ajustement soit l'investissement, parce que c'est catastrophique derrière. Pardon. Maintenant, je dis et aussi les voiries. Simplement vous donner un chiffre. Sur 2017, concernant les voiries et les trottoirs, nous aurons engagé quasiment 2 millions d'euros simplement sur le périmètre de la ville de Bourges. Alors, ça ne se voit pas, peut-être selon les quartiers. Alors, j'ai la liste ici sous les yeux. La liste est assez complète et détaillée, je ne vais pas vous la lire. Mais ne pensez pas, et il faut être très objectif, allez voir ce qui se passe dans l'ensemble de la ville, que rien ne se fait. Et chaque année, nous souhaitons investir au moins ces niveaux d'investissement sur la voirie et les trottoirs qui sont pas en bon état partout, ça je vous l'accorde, mais en tout cas, nous le faisons chaque année. Nous avons 250 km de voirie à Bourges, donc tout ne se fait pas aussi rapidement. Bon, je vais vous donner quand même quelques exemples. La rue Émile Martin, là, qui est en travaux, le chemin de Villeneuve sur lequel on fait les trottoirs depuis quelques années par tranche. Nous avons, j'en oublie, l'impasse du Moulin de Chaple, la rue Bourbonnoux, la rue l'Espéranto, l'allée Icare, enfin, finalement, je vais finir par tout le dire. La route de la Charité, qu'on va refaire sur la partie entre le pont supérieur et puis le carrefour de la Fourchette, sur la partie droite, le long de la voie ferrée. Parce que là, il y a eu des tranchées qui ont été faites à l'époque et qui s'affaissent. Donc, nous allons refaire, j'irai plus tard, au mois de novembre, toute cette partie. Voilà, il y en a d'autres. Il va y avoir des plateaux aussi sur voirie à Pierrelet pour ralentir la circulation. Donc, vous voyez, je le redis, c'est 2 millions d'euros. Donc, on ne peut pas tout mélanger en termes d'investissement. La Maison de la Culture l'îlot Victor Hugo, la réfection des voiries et des trottoirs, c'est des choses différentes qu'il faut faire, qui n'ont pas le même objectif, en tout cas qu'il faut absolument poursuivre. Je voulais simplement aussi vous donner quelques chiffres pour que ça parle. Le niveau d'investissement cumulé entre l'agglomération et la ville de Bourges, entre 2017 et 2020, ça sera 200 millions d'euros. Donc vous voyez que les collectivités investissent et c'est tout à fait indispensable que nous le fassions et nous continuerons à le faire. Une question de Ben. Que va-t-il se passer boulevard de l'Industrie? Le boulevard va-t-il rester en une voie au feu? La circulation n'est vraiment pas fluide aux heures de sortie. Vous savez, on s'est habitué dans nos villes,
et Bourges en particulier, on s'est habitué, dans la volonté de l'époque, et donc quand je dis de l'époque, ça peut dater d'au moins une cinquantaine d'années, de faire en sorte à l'époque où l'usage de la voiture se développait, c'est-à-dire que, remettez-vous 50 ans en arrière, alors, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais en tout cas, moi je suis en capacité d'en parler, même si j'étais beaucoup plus jeune. 50 ans en arrière, vous savez, dans un ménage, il y avait parfois une voiture. Aujourd'hui, alors je ne veux pas dire dans tous les ménages, mais très souvent, on a presque une voiture par personne qui loge dans ce ménage. Bon. Et donc, tout ça a été progressif, et donc on a adapté les voiries en fonction de cette accélération, si je peux dire, de l'usage de la voiture et de la multiplication des véhicules. Aujourd'hui, on le voit bien, on est plutôt, alors on n'est pas arrivé complètement, mais on est plutôt sur une régression de tout ça. Et les voiries, de toute manière, telles qu'elles étaient conçues à l'époque, ne seront plus compatibles de l'usage qu'on doit avoir aujourd'hui. Et elles sont même parfois devenues dangereuses. Signaler les voiries type 3 voies, voire 4 voies, qui sont des voiries où on a tendance à rouler aussi un peu vite, ça nous arrive fatalement tous. Ce sont des voiries aussi qui sont difficiles à traverser pour les piétons, parce que quand on est sur voirie, dans les rues, c'est vrai qu'on n'a pas le même comportement selon qu'on soit dans une voiture, selon qu'on soit à vélo ou selon qu'on soit à pied. Mais même la même personne qui utilise ces 3 usages n'a pas forcément le même comportement. On a eu quelques accidents, malheureusement quelques accidents mortels, qui nous a conduit à réfléchir, alors déjà depuis quelques années, et on poursuit ce chantier-là aujourd'hui, à réduire les largeurs de voirie qui permettent de ralentir les vitesses, et sécuriser les traversées piétonnes. Et la priorité dans ces études, c'était de travailler sur ces voiries de 3 ou 4 voies. Donc il y a eu des aménagements qui ont déjà été faits. Alors j'ai en tête par exemple le boulevard Le Foch, qui était réalisé je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans, où vous avez vu qu'on a réduit les largeurs, on a créé des aménagements cyclables, on a créé des îlots centraux de manière à ce que les personnes puissent traverser en 2 fois. D'ailleurs, c'est là qu'il y a eu malheureusement un accident mortel à cet endroit-là. Donc voilà, la réflexion aujourd'hui, elle est sur le sujet. Alors je vais prendre l'exemple du boulevard Foch. Vous savez, au début, on a constaté, dit la même chose, que la circulation était complètement ralentie, que c'était plus possible, que quand on va se déplacer, il faut qu'on compte une demi-heure de plus. Vous savez, aujourd'hui, j'en entends plus parler. On n'entend plus parler. Je pense que ça sera le cas aussi des aménagements plus récents qu'on a fait sur le boulevard de l'Industrie. Il faut qu'on s'habitue à ça. On prend précaution avant de faire des études, de faire des comptages, de savoir combien de véhicules utilisent ces voiries et à quelle époque, à quelle période de la journée pour s'assurer que la fluidité existe encore. Très objectivement, même s'il y a des périodes où c'est peut-être un peu plus compliqué, est-ce que vous croyez réellement l'obligation et la nécessité d'avoir 4 voies sur cet espace? Je ne suis pas convaincu. On a eu même réflexion sur l'avenue Charles de Gaulle, ce qu'on appelle couramment la route de Paris. La route de Paris, à l'époque, avait été construite. Pourquoi? Parce que c'était la route de Paris. Quand on est de Paris, on rentrait à Bourges par cette grande avenue et on l'avait dimensionnée en 2 fois 2 voies de manière à assurer cette fluidité. Aujourd'hui, les gens qui viennent de Paris, ils arrivent la plupart du temps par l'autoroute, ils ne se passent plus par là, sauf que la voirie n'a pas évolué. Donc nous avons, notamment dans le cadre du PRU, un projet d'aménagement lié aussi peut-être à ce que je disais tout à l'heure, au bus à haut niveau de service, qui nécessiterait dans certains endroits où on peut le faire, d'avoir des voies réservées pour les bus, de réduire considérablement la voirie aux justes besoins. Donc voilà, tout ça rentre dans une démarche. Vous savez, on est hostiles tous au changement, il faut qu'on s'habitue, qu'on se donne un petit peu de temps, et puis qu'on travaille aussi sur les différents modes de transport, que ce soit la voiture, qu'il soit le vélo, qu'il soit le piéton, et qu'il soit les transports en commun. Donc tout ça rentre aussi dans une politique de mobilité. Une question de Jamal Bourges. Comment peut-on améliorer les conditions d'attente difficiles pour l'inscription aux écoles de sport? Pas de toilettes, conditions météo difficiles? Mais écoutez, si vous avez une solution, nous sommes ouverts à cette proposition. C'est un sujet qui est assez récurrent, on se pose tous les ans la question. C'est vrai que moi je suis un peu habitué, mais l'idée de voir la queue, des gens qui viennent dans la nuit pour s'inscrire, j'ai tendance à dire c'est d'un autre temps.
Et puis de notre côté, j'étais présent à l'inscription aux écoles des sports, donc c'était une quinzaine de jours, l'autre samedi. Et j'interroge d'ailleurs les parents, et ça fait partie aussi un peu du folklore. Voilà, ça fait des années que ça se passe comme ça. Alors voilà, on voit des fois les parents avec les petits yeux à 9h du matin, parce qu'ils sont réveillés à 5h, et puis ils sont là, puis ils repartent, ils boivent un café, voilà. Bon. Je crois que ça fait partie du folklore, mais très sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution très, très viable, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la solution qui semble être la plus juste. On me dit, il n'y a qu'à faire un tirage au sort, mais est-ce que le tirage au sort est quelque chose de juste ? Je ne suis pas sûr. Alors maintenant, si vous avez des idées, il n'y a aucun souci, faites-nous des propositions, nous l'étudierons, et si ça peut améliorer effectivement le confort et le confort effectivement des usagers qui attendent ou qui n'attendent pas, et aussi le fonctionnement des services, on sera bien à l'écoute. Mais en tout cas, aujourd'hui, les écoles de sport répondent. On avait encore, je crois, je ne sais pas si c'est le cas à l'heure où on parle actuellement, mais on avait encore des places disponibles. Donc voilà, il y a possibilité, s'il y a des places disponibles, venez en journée maintenant, et on trouvera peut-être le bonheur. Voilà, l'idée, c'est de vouloir aussi avoir tout de suite assuré une place pour son enfant. Donc on veut venir le plus vite possible pour être sûr de l'avoir. Et puis finalement, sur certaines activités, on a des places disponibles. Donc on n'est pas obligé de venir à 5h du matin pour inscrire son enfant. Voilà, mais une fois encore, c'est ouvert. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous les faire. Une autre question de Jimmy de Bourges. Concernant le boîtier Piaf, sera-t-il toujours opérationnel une fois la mise en place des nouveaux tarifs de stationnement, ou bien faudra-t-il faire une mise à jour ? Non, ils seront toujours disponibles, parce que le principe est assez simple pour les autres auditeurs. Enfin, je ne sais pas si on vous appelle les auditeurs, les internautes, enfin ceux qui nous suivent. Vous pouvez peut-être rappeler un peu ce que c'est que le boîtier Piaf. C'est un boîtier qui permet, d'utiliser les places de stationnement payants sur voirie. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser ce que j'appelle le parc-mètre. D'ailleurs, qu'on va bientôt changer. Donc mettre des pièces. OK. Et puis demain, ça sera l'autre génération. Mais aussi pour éviter ça, de pouvoir avoir cet appareil que vous chargez. Donc vous mettez le montant que vous voulez. Je sais pas, 50, 100 euros, vous mettez un peu ce que vous voulez, vous le chargez, et puis automatiquement, le montant du stationnement est déduit en fait de la somme qui vous reste sur votre boîtier. Donc évidemment, les tarifs sont, il n'y a pas de remise à jour qui doit être faite, et le décompte est fait en fonction de l'évolution des tarifs. Une question un petit peu plus longue de Laurent. Comptez-vous faire des études de bruit concernant les animations proposées par la ville ? Les 3-4 concerts ou diffusions de films le soir à la plage ont rendu la soirée intenable pour les résidents habitant en face. Le compresseur des glaces fait du bruit en continu. Je ne suis pas contre les animations, mais ces soirées se sont déroulées dans un bruit assourdissant, contrairement aux concerts se déroulant en ville. Alors, il y a des règles pour tout ça. Donc, il y a des règles d'horaire, et puis il y a des règles des mesures de bruit qu'on doit faire de manière à assurer aussi, une bonne ville, l'environnement par rapport à ces animations. Donc, moi, je pense que les contrôles ont été faits. C'est vrai que c'est toujours, et j'imagine, je suppose que si vous en parlez, c'est que vous habitez à proximité. J'imagine que vous avez dû ressentir un peu de gêne, c'est indéniable. Maintenant, c'est vrai que des animations, il n'y en a pas tous les jours de l'année à cet endroit-là. C'est vrai que j'imagine que si les gens habitent à proximité, qui travaillent tard ou qui se lèvent tôt le lendemain matin, ça peut être aussi un peu gênant. C'est vrai que quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres ouvertes, donc le bruit n'est pas atténué par des portes fermées, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes. Maintenant, il faut qu'on veille effectivement pour l'année prochaine moi, je veux bien m'assurer que les niveaux de décibels autorisés sont acceptables, qu'il n'y ait pas d'abus par rapport à ça, d'une part. Et puis, il y a aussi, un travail qu'il faut qu'on fasse. Justement, tout à l'heure, je parlais d'amélioration sur la plage de Bourges, pour pouvoir amener peut-être un peu plus de puissance électrique, et peut-être à des endroits différents, de manière effectivement faire en sorte que les compresseurs ne tournent pas en permanence. Voilà, c'est ce type d'amélioration qu'on peut apporter. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut accepter parfois qu'il y ait des animations. Ces animations peuvent générer quelques contraintes. Le tout, c'est de trouver à chaque fois le bon équilibre. Voilà. Une question de Brigitte. Quels sont vos projets pour ne pas laisser mourir le centre-ville ? Alors, une première étape qui va avoir lieu le 2 octobre,
nous mettons en place les assises du commerce. Vous savez que la désertification des commerces en centre-ville est une vraie question. Alors elle est une question sur Bourges, mais pas qu'à Bourges. Malheureusement, j'aurais tendance à dire, parce que si c'était qu'à Bourges, ça voudrait dire que d'autres ont trouvé des solutions qu'on pourrait mettre en place rapidement. Ce lieu d'échange va nous permettre à la fois de travailler sur des thématiques, de co-construire en fait un plan d'action qui permettra de retenir des actions sur le court terme, sur le moyen terme et sur le plus long terme, en réunissant les acteurs autour du commerce. Alors d'abord les commerçants, c'est des réunions qui sont ouvertes, aussi des clients. Moi je souhaiterais bien qu'il y ait aussi des clients qui soient présents, les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers de l'artisanat, donc avec des ateliers qui travailleront sur des thématiques, avec des témoignages aussi, des témoignages importants de personnes qui ont mis en place dans d'autres villes des actions, parce que je crois beaucoup à éviter aussi comme je dis souvent, de réinventer l'eau chaude, qu'on puisse transposer, si c'est possible, des choses qui ont marché ailleurs, et puis ne surtout pas transposer des choses qui n'ont pas marché. Donc voilà, ça sera une première phase dans ces assises. Et puis la deuxième phase, ce sont un certain nombre d'annonces propres à la collectivité qu'on va proposer et qui peut participer. Alors effectivement à la vie des commerces en centre-ville, mais aussi à tout ce qui tourne autour, parce que c'est aussi la redynamisation de l'habitat de centre-ville. C'est aussi un travail. Ça peut concerner la réhabilitation des logements, qui soient logements privés ou logements publics. C'est peut-être des aides qu'il faut apporter aux propriétaires de manière à ce que leur logement soit attractif des locataires. Et il y a de nombreux logements aujourd'hui qui sont vides. Ça peut être aussi, pour revenir au commerce, un vrai questionnement sur les loyers des commerces, des sites qui sont excessivement chers sur Bourges, qui peut expliquer aussi les difficultés des commerçants. Il y a des tas de sujets qui ont été abordés, le stationnement, les commerces de périphérie qui ont l'air d'être un vrai sujet, une vraie cause. Donc tout ça, il faut qu'on en parle et de s'assurer que c'est bien ça la problématique. Encore, j'en suis pas convaincu. Donc voilà, ces assises sont une première étape qui va faire que entre le 2 octobre et puis, on va dire, la fin de cette année, on puisse établir ensemble, il faut encore co-construire d'une façon sereine et posée, des plans d'action en ayant connu les causes, parce que mettre des solutions en place alors qu'on ne connaît pas les causes, ça ne marche jamais comme ça. Donc il faut aussi qu'on travaille sur l'origine, et puis qu'à partir de là, on puisse mettre ces actions en place, qu'on puisse les positionner dans le temps, qu'on puisse les chiffrer de manière à ce que l'on sorte le plus rapidement possible d'une situation qui est très délicate. La prochaine question est posée par Philippe. Pourquoi une liste d'attente aussi longue pour les parkings d'Avaricom et de Saint-Bonnet ? Eh bien parce qu'il y a de la place et puis il y a plus de demandes que de place, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une réponse qui me paraît assez simple. C'est plutôt bien, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les verrouillés ou non les verrouillés utilisent les parkings, voilà, donc c'est plutôt bien. Donc ça veut dire que si ils les utilisent, qu'ils sont en nombre, suffisant, ils peuvent utiliser d'autres parkings qui ne sont pas payants. Ça aussi, parce que ceux qu'on cite ici, effectivement, ont peut-être des listes d'attente, et il y a d'autres qui n'en ont pas. Alors moi, je suis très content que le parking Avaricom, soit complet, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. C'était des craintes qu'on avait à un moment donné, donc ça c'est plutôt bien. Et puis, alors, si on n'est pas patient et qu'on ne veut pas être sur une liste d'attente, il y a d'autres parkings pour lesquels il n'y a pas trop d'attente. Alors, ce parking Saint-Bonnet, je ne sais pas si vous les citez, mais je suis un peu surpris parce que c'est pas forcément un parking qui est très utilisé, malheureusement. Et puis, vous avez des parkings qui sont pas payants. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de liste d'attente. Donc c'est pas payant pour l'usager, il n'y a pas de liste d'attente, donc c'est plutôt bien. Et pour lequel, une fois encore, on a mis en place des navettes non payantes. Donc si vous avez à venir en centre-ville, je vous invite à aller vous stationner, par exemple, soit au plateau de Ron, soit au parking du Prado. Vous avez une navette non payante qui est à disposition, avec une fréquence de toutes les 10 minutes, qui vous amène en centre-ville. Alors après, je ne sais pas où vous allez, c'est peut-être pour le travail, je n'en sais rien, mais en tout cas, sachez qu'il y a cet usage-là qui se pratique beaucoup en France, dans notre ville, et donc là, nous les démultiplions, donc c'est aussi une solution. Alors peut-être sur le court terme, en attendant, votre inscription si vous êtes inscrit sur la liste d'attente, c'est tendance, ça peut être aussi une solution. Et puis après, il y a l'usage, si vous n'êtes pas trop loin, il y a l'usage du vélo, puis la marche à pied. On a une ville qui n'est pas étendue, donc on peut faire des déplacements autrement. Alors maintenant, si vous venez de plus loin, effectivement, c'est un autre sujet.
Donc voilà, il y a aujourd'hui l'Hôtel Dieu, vous savez, le parking de l'Hôtel Dieu, qui est un parking de centre-ville, n'a jamais été complet une fois depuis sa création, qui date au moins d'une dizaine d'années, voire plus. Donc vous voyez, c'est un parking qui est sous-utilisé. Et à côté de ça, des parkings comme Cujas, comme l'Hôtel de Ville par exemple, et Saint-Bonnet quand vous me le dites, parfois sont plus utilisés, parfois. Saint-Bonnet, pas trop le dimanche matin. Les gens préfèrent se garer sur la piste cyclable de l'avenue Péterborough. Je le rappelle, c'est un petit signal à ceux qui me regardent. Question suivante de James. À quand les vols commerciaux au départ de Bourges vers des destinations comme Paris, Lyon, Marseille, Lille? Alors, au risque de vous décevoir, pas demain matin. Voilà, la piste aujourd'hui, je crois qu'il faut rester raisonnable. Nous avons un aéroport qui a besoin, je dirais, d'être modernisé et d'être mieux géré que ça l'a été jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a une première destination qui c'est un usage plus, on va dire, commercial ou industriel pour les sociétés. Donc là, il y a d'abord un gros effort à faire, avec cette piste qui doit être d'ailleurs allongée et améliorée. Je crois plus, très sincèrement, aux vols commerciaux, même s'il faut limiter tout ça à partir de Châteauroux, parce que là, on a une piste qui est... Enfin, on a un aéroport qui d'autres dimensions, on va dire, que celui de Bourges. Je crois qu'il faut rester raisonnable là où nous sommes. Il y a un certain nombre de vols commerciaux qui ont lieu à partir de Châteauroux, qui dessert la Corse, qui dessert Nice aussi plus récemment. Donc je crois qu'il faut plutôt, en collaboration donc, avec les aéroports qui sont plus dimensionnés pour l'usage grand tourisme, développer ce type d'aéroport, plutôt que vouloir investir de l'argent sur notre piste qui n'aurait finalement pas de sens. La question suivante est posée par Sylvain. Bonjour Monsieur le maire, étant acteur du développement associatif de la danse sur Bourges, il est difficile d'obtenir des aides des salles ou gymnases pour pratiquer et développer la discipline. Seriez-vous favorable à un projet visant à améliorer les conditions d'accès aux salles pour les associations en relation avec la danse? Par exemple, monter une école municipale et réserver des salles. Vous savez, la problématique de disponibilité des lieux, des bâtiments municipaux, je parle en particulier des salles et des gymnases, c'est pas le fait que ce soit porté par une école municipale ou par une association, c'est un manque de disponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des installations et on a des demandes en permanence et la vraie difficulté, et je pense, et j'en parlais avec Nathalie Bonnefoy encore hier avant-hier, c'est de pouvoir répondre, satisfaire autant que faire se peut à un public le plus large possible, mais avec les contraintes du nombre de bâtiments que nous avons. Donc on ne va pas multiplier le nombre de bâtiments sous prétexte qu'il y a des besoins, parce que derrière il y a des coûts de fonctionnement, évidemment, des coûts d'investissement et des coûts de fonctionnement. Maintenant, ce qu'on peut aussi envisager, c'est que profiter des évolutions qui vont avoir lieu dans les mois ou les années à venir, sur le court terme, c'est d'avoir des espaces qui se libèrent. Je pense en particulier au gymnase de l'INSA. L'INSA, dans son contrat, notre école d'ingénieurs, dans le contrat en fait, qui a justifié sa transformation en école d'ingénieurs, d'école d'ingénieurs à l'INSA, la contrainte, c'est effectivement qu'ils soient équipés d'un gymnase. Donc là, il y a un projet alors c'est plus qu'un projet, qui est cofinancé à la fois par l'État, la région et puis par priorité d'utilisation évidemment sera sur les élèves de l'INSA, mais il est possible qu'il y ait aussi des disponibilités, et ça c'est une convention qu'on pourra passer quand le gymnase sera présent, des disponibilités pour d'autres usages. Ça on en a parlé avec le directeur il y a encore quelques temps. Donc voilà, c'est des opportunités qui peuvent faire qu'on va pouvoir éventuellement libérer des espaces qui n'étaient pas présents jusqu'à présent. On peut aussi réfléchir à des usages d'autres bâtiments municipaux, alors peut-être en relation par rapport aux activités avec le conservatoire de musique et de danse, donc c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut réfléchir.
Bon, voilà, mais comprenez que la difficulté, elle n'est pas que pour le fait que les activités soient portées par une association ou une activité municipale, c'est le fait de, voilà, on a des créneaux et on ne peut pas pousser les murs et augmenter les journées de 2 ou 3 heures. Donc, voilà la contrainte. Mais il y a peut-être des solutions, mais sans doute pas évidentes, parce que sinon on les aurait mis en place, parce qu'on a de plus en plus de demandes et malheureusement ça coince à chaque fois, et c'est un vrai casse-tête l'utilisation des bâtiments municipaux et même des terrains de sport sur la ville. Une question de Thomas. Je constate une fuite des commerces dans le centre-ville, comme la rue d'Oron. Que comptez-vous faire ? Bon, ça leur rejoint la question d'avant. Il y a des fuites de commerce, mais il y en a qui se réinstallent, si j'ai bien compris ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux hier soir ou avant-hier soir. Bon, je ne citerai pas, mais parce que je veux faire de la publicité, mais en tout cas, il y en a qui se réinstallent aussi rue d'Oron. J'en suis satisfait. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, on met en place le 2 octobre des assises du commerce, qui seront un lieu d'échange et un lieu de proposition avec des ateliers, avec des thématiques pour définir un plan d'action court, moyen et long terme, de manière à ce qu'on arrête cette fuite des commerces. Mais c'est pas forcément une fuite, c'est pas forcément un déplacement, c'est tout simplement parfois des arrêts pour des raisons qu'il faut justement, des causes qu'il faut qu'on définisse ensemble avant même de trouver des solutions. Voilà, même si on a des idées, et donc on en proposera quelques-unes le 2 octobre. Le problème des commerces, c'est pas qu'un problème de la rue d'Oron, c'est un problème général, problème qui concerne, il y a des rapports qui ont été faits sur les 200 villes de taille égale, enfin de la même dimension que Bourges, de la même strate. On rencontre les mêmes difficultés, donc avec une chute du nombre de commerces qui a commencé dès 2012 et qui fait que s'accélérer. Donc voilà, il y a des solutions qui sont mises en place, par exemple à Châteauroux. Mon collègue maire Gilles Avrousse a mis en place un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'ils soient en capacité, que ce soit mesurer l'efficacité dès aujourd'hui, parce que c'est des actions qui sont un peu courtes, mais voilà, c'est peut-être des choses qu'on peut partager. Une fois encore, allons chercher ce qui marche à l'extérieur, qui peut être transposable, ne prenons pas ce qui n'a pas fonctionné à l'extérieur, ne le mettons pas en place, et puis on aura peut-être aussi collectivement co-construire des idées nouvelles pour pérenniser ces commerces de centre-ville. Pierre vous demande, concernant le quartier Bigarel d'Humen Hôpital, qu'est-il prévu concernant les aménagements des bâtiments laissés à l'abandon et la voirie qui ne cesse de se détériorer ? Alors si les bâtiments dont vous parlez, ce sont les bâtiments qui appartiennent à France-Loire, je pense que c'est ceux-là, à Récable, ces bâtiments ont comme vocation, effectivement, s'ils sont vidés aujourd'hui, donc, et par reloués en tout cas, ils ont comme vocation d'être déconstruits. Voilà. Et même pas réhabilités, déconstruits. Donc ça c'est la responsabilité donc, de France-Loire, peut-être dans le cadre d'ailleurs du nouveau plan de renouvellement urbain. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, mais là c'est pas la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité effectivement du bailleur social. Et puis en termes de voirie, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas être partout, les voiries se dégradent, il faut qu'on continue tous les ans à investir un certain nombre de millions d'euros. Une fois encore, c'est 2 millions d'euros sur l'année 2017 qui ont été consacrés donc, sur ces voiries-là, sur les voiries de la ville. C'est important, vous savez, c'est à peu près une vingtaine de postes. Nous ferons chaque année dans ces secteurs-là. Je rajoutais, puisque sur ce quartier-là en particulier, c'est qu'une belle initiative qui a été portée par le conseil de quartier, présidé notamment par Hervé Lantoine, sur l'aménagement de l'espace, on va dire, sportif, qui se trouve à côté du terrain de football, qui a déjà été aménagé en première phase, donc c'est des choses qui vont se faire progressivement, qui permet de traverser, en fait, quand on vient de l'arrière du quartier et qu'on veut rentrer à proximité de la rue des Dumont, on est obligé de faire le tour du quartier, donc là on peut maintenant traverser. Et puis tout cet espace-là va être aménagé pour que ça devienne un lieu de rencontre. Donc beau projet de conseil de quartier, et je voulais souligner le travail qui est fait dans ce conseil de quartier en particulier et puis dans tous les autres. Une question posée par Jérôme. Je demeure à Turly.
J'aimerais savoir s'il y aura un magasin discount comme il y avait avant. Faire des courses en bus avec des enfants de bas âge n'est pas facile. Écoutez, je réponds toujours à cette question, c'est que ça, c'est pas de la responsabilité de la collectivité, c'est-à-dire nous sommes sur des espaces qui sont privés, qui ne sont pas publics, et que dès lors qu'il y a une proposition d'implantation d'une surface alimentaire ou autre, d'ailleurs d'une façon générale, ça suivra le processus, normal, celui que je décrivais au début de ce chat. C'est une proposition de projet, c'est une proposition d'aménagement, c'est des passages en différentes commissions de validation, commission départementale, éventuellement commission nationale, si c'est nécessaire, et puis après implantation. Voilà, donc nous sur le sujet, moi je sens bien qu'aujourd'hui il y a un besoin, enfin quand je dis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il y a un besoin dans ce secteur-là, et c'est vrai que quand à l'occasion je sollicite, quand je rencontre des surfaces alimentaires ou des responsables de surfaces alimentaires, voilà, je leur tends un peu la perche sur le sujet, mais je pense qu'ils font leurs études de rentabilité de commerce, et ils ne jugent pas eux de leur côté aujourd'hui opportun d'implanter un commerce, mais bon, les choses peuvent arriver dans les mois ou les années qui viennent. La dernière question, elle nous est posée par Lucie. A-t-on déjà pensé à faire une école de médecine pour intéresser de futurs médecins à la vie locale et enfin éradiquer notre problème de désert médical ? Vous savez, sur la proposition de création d'écoles de médecine, enfin d'université, de faculté de médecine à Bourges, je crois qu'il ne faut même pas y penser. Je crois que ça serait complètement illusoire de se lancer sur cette aventure. Je crois qu'il y a une logique, il y a du bon sens. Aujourd'hui, il y a suffisamment de présence sur Tours, Orléans et Clermont-Ferrand à proximité pour imaginer qu'il y ait une antenne complémentaire qui se trouve à Bourges. Pour moi, c'est une certitude. Mais il n'est pas moins vrai qu'il faut vraiment travailler sur ce sujet, et nous travaillons déjà. Alors quand je dis nous travaillons, c'est collectivement, et le département le fait aussi, le conseil départemental le fait, à la fois sur l'implantation et la création sur l'ensemble du département, je dirais, de maisons de santé, mais je dirais réparties intelligemment sur le territoire. Et aussi sur Bourges en particulier. Il y a aussi des initiatives privées qui ont lieu notamment sur Bourges, de création de cabinets médicaux. C'est le cas, je pense, sur le projet, les travaux qui se terminent en avenue Santos-Dumont. C'est le cas d'un projet aussi qui est en cours de finalisation à proximité du Prado. Donc c'est des initiatives privées pour créer des cabinets médicaux pour pouvoir recevoir des médecins. Après la question c'est de savoir, c'est la question de l'œuf et de la poule, par quoi il faut commencer. Donc là, ces initiatives privées sont ça aussi importantes, et c'est le cas aussi d'un projet qui est maintenant opérationnel à Asnières-les-Bourges. Il faut qu'on travaille, et moi j'ai rencontré donc juste avant l'été le doyen de la faculté de médecine qui est basé à Tours, et je lui ai demandé qu'il regarde avec bienveillance je dirais la répartition des jeunes internes, et des étudiants internes, avec la bonne répartition entre les deux grosses métropoles, Orléans et Tours, et puis des centres hospitaliers qui se trouvent dans le sud du Berry, je pense à Châteauroux et à Bourges en particulier, parce qu'on a aujourd'hui des conditions d'accueil, on a des outils performants, on est sur des villes qui sont agréables à vivre, qui sont équipées, et donc en faisant venir effectivement des internes, en faisant découvrir ce territoire, ça permettra, je dirais, d'assurer, peut-être ouvrir la porte d'un secteur géographique que ces jeunes médecins ou ces futurs jeunes médecins n'auraient pas connu. Mais pour ça, il faut ouvrir un peu les vannes et puis faire en sorte qu'on en ait un peu plus sur le territoire. Donc c'est ce nombre d'actions qu'il faut qu'on mène. Je crois j'ai été entendu par le doyen. Alors c'est pas facile évidemment. Quand on est étudiant à Tours, on a plutôt tendance à vouloir y rester. Mais voilà, il y a des vraies opportunités qui peuvent être sur nos territoires, on va dire un peu plus ruraux. Et ça, c'est un travail de collaboration. Vous savez, sur ces sujets comme sur les autres, il faut, j'utilise souvent l'expression que je reprends d'un de mes vice-présidents, il faut chasser en meute et pas d'une façon, je dirais, individuelle. Donc tous les investissements privés et publics, quelles que soient leurs origines, doivent être mis en synergie pour qu'on puisse aboutir à nos fins. Voilà, donc si j'ai bien compris, c'était donc la dernière question. Je vous remercie de me l'avoir posée.
Je vous remercie encore 1000 fois donc, de vos participations dans cette chat avec des questions, comme je dis à chaque fois, très pertinentes, qui permettent de faire partager, je dirais, la vie de la ville d'une façon directe, poser des questions que d'autres peuvent se poser. Donc, soit en partageant, en reprenant ce chat vidéo sur le site internet, soit en ayant suivi en direct sur le site et à la fois sur la page Facebook. Ça permet de répartir et de partager l'information, et ça c'est très bien, et c'est aussi grâce à vous internautes, et je veux vraiment vous remercier qu'on arrive à ces fins. Alors, puisque ça marche bien, on va se donner rendez-vous prochainement. Ça sera au mois d'octobre, ça sera le 18 octobre, notez ça sur votre agenda. S'il y a un changement, ce qui peut être le cas en fonction des événements, nous vous ferons savoir sur nos réseaux sociaux et sur le site internet, mais en tout cas le 18 octobre, on revient normalement à la même heure, à 19h. Donc une fois encore, merci, je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis à très bientôt.